Bonjour et bienvenue dans cette seconde partie du podcast de Cryptost consacré à l'histoire du Bitcoin. Dans le premier épisode, nous avons vu comment le Bitcoin est apparu en 2008 et pourquoi cette crypto-monnaie a pris de la valeur à travers ses premières transactions. Aujourd'hui, nous allons revenir aux tout premiers échanges de l'humanité et s'interroger sur les fondamentaux du troc, concept qui a abouti aux premières monnaies. Puis, nous reviendrons au XXe siècle pour explorer les ancêtres numériques du Bitcoin à travers l'univers des cypherpunks, ces cryptographes à l'origine du roi Bitcoin. Avant l'apparition de la monnaie, plusieurs anthropologues avancent l'hypothèse que le troc régissait bon nombre de rapports humains. Mais pourquoi celui-ci n'est-il plus d'actualité ? Il permettrait pourtant, d'après certains, de limiter l'emprise de la finance sur notre monde contemporain. Pour comprendre les limites du système, il faut revenir 11 millénaires en arrière. À cette époque, les chasseurs-cueilleurs nomades commencent à cultiver les champs, à élever des animaux, à fabriquer et échanger les premiers objets. C'est l'apparition du troc. Les siècles passent et les populations nomades se sédentarisent. Le troc se généralise, on donne ce qui est en trop contre ce qu'il manque. Les foyers de civilisation s'étendent, mais le troc ne favorise pas le développement des échanges. L'offre ne rencontre pas toujours sa demande. Et pour cause, pour qu'un échange ait lieu, les deux parties doivent vouloir l'article exact que l'autre personne est prête à échanger. Très vite, le système trouve donc ses limites et il faut inventer une valeur, un système pour échanger des biens plus facilement en se détachant de la fonction du troc. Progressivement, des unités de change apparaissent, des coquillages puis des métaux précieux comme l'or et l'argent s'imposent comme monnaie d'échange. Il faut attendre le 6e siècle avant Jésus-Christ pour voir apparaître les premières pièces frappées. La monnaie prend son essor avec les grands empires grecs et romains et jusqu'au 19e siècle, elle garde globalement sa fonction de contre-valeur commode. Facilement échangeable, elle possède une valeur intrinsèque due à sa rareté. D'ailleurs, vous savez pourquoi nos pièces de monnaie ont des rainures sur les côtés ? À l'époque, ce stratagème était utilisé pour éviter que les métaux précieux qui composent la pièce ne soient grattés pour en extraire quelques grammes. C'est Newton qui trouva la parade en insérant des cannelures sur la tranche. En cas d'absence de ces rainures, cela témoignait que l'utilisateur avait gratté la pièce et elle perdait donc sa valeur d'échange. Une subtilité gardée depuis. Le papier-monnaie, plus communément connu sous la forme de nos billets de banque, commence à faire son apparition quant à lui aux alentours du 19e siècle. C'est l'apparition des monnaies dites fiduciaires qui n'ont de valeur que la confiance qu'on leur accorde. N'étant plus adossé à un bien réel en banque, votre billet de 100 € ne coûte que quelques centimes à la création. Les 99 € restants sont liés à la confiance qu'accordent ceux qui possèdent et échangent la monnaie. Une subtilité d'autant plus vraie depuis l'abandon de l'étalon or aux États-Unis en 1971. Le dollar n'étant plus baqué par l'or dans les caisses du pays, il devient plus facile d'imprimer les billets verts. Enfin, au XXe siècle, les échanges commencent à se dématérialiser à travers les cartes bancaires notamment. Puis, l'apparition des premières monnaies électroniques apparaissent à la fin de la décennie 90. Il s'agit en quelque sorte des ancêtres du Bitcoin, impulsés par les cypherpunks. Mais qui sont ces cypherpunks ? Continuons notre plongée dans l'histoire. En 1992, un groupe d'individus passionnés par la cryptographie commence à se former à San Francisco. Ainsi naissent les cypherpunks. En français, on pourrait traduire ce terme par crypto-anarchistes. Ces derniers cherchent notamment à protéger les informations de la vie privée sur les réseaux de communication grâce à la cryptographie, une discipline qui vise à crypter les échanges. Quelques mois après la création du mouvement, Eric Hughes, l'un de ses membres fondateurs, publie le manifeste des crypto-anarchistes. On peut notamment y lire cette phrase. La vie privée est nécessaire pour une société ouverte à l'ère électronique. La vie privée n'est pas un secret. Une affaire privée est ce qu'un individu ne veut que le monde entier sache, mais une affaire secrète est ce qu'un individu ne veut que quiconque sache. La vie privée est le pouvoir de se révéler sélectivement au monde. Pour incarner cette vision, les cypherpunks préfèrent utiliser des réseaux pair à pair qui ne passent donc par aucun serveur central. Et justement, cette philosophie rencontre un obstacle de taille, l'échange d'argent qui repose sur un système centralisé. Et c'est justement sur ce point que les crypto-anarchistes vont se pencher pour créer les ancêtres du Bitcoin. Dans son livre blanc, qui explique le fonctionnement du Bitcoin, Satoshi Nakamoto cite notamment 2 références qu'il aurait utilisées pour créer le Bitcoin. Il s'agit du Hashcash de Adam Back et de la B-Money de Wei Dai. Mais de quoi s'agit-il ? Bitcoin est une implémentation de la B-Money proposée par Wei Dai sur la liste de diffusion des cypherpunks en 1998 et du BitGold proposé par Nick Szabo. Ces mots, ce sont ceux de Satoshi Nakamoto, le fondateur du Bitcoin, sur Bitcoin Talk, le même forum qui, souvenez-vous, a permis aux programmeurs de commander 2 pizzas à 10 000 bitcoins que nous avons vu dans l'épisode 1. Wei Dai, le créateur du B-Money, est un cryptographe de renommée mondiale.
Avec Nick Szabo et Hal Finney, il fait partie des personnes soupçonnées d'être Satoshi Nakamoto et d'avoir inventé le Bitcoin. Alors, faisons une petite comparaison de BitGold et Bimoni, ces deux projets que cite Satoshi Nakamoto, par rapport au Bitcoin. Première similitude, Bimoni et BitGold, tout comme Bitcoin, utilisent la cryptographie avec les publics pour créer l'identité de l'utilisateur. Vous savez, cette suite de chiffres et de lettres que vous communiquez pour échanger vos bitcoins. Deuxième similitude, ces trois monnaies utilisent le principe de la preuve de travail. Les deux premières pour frapper leurs pièces et Bitcoin l'utilise aussi pour mettre à jour sa blockchain et ajouter des transactions à l'aide des mineurs. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans le troisième épisode consacré à cette série. Alors, pourquoi ces deux monnaies n'ont-elles pas survécu? Car Bimoni et BitGold étaient toutes deux vulnérables aux attaques Sybil. Une attaque Sybil, c'est lorsqu'un utilisateur malveillant crée un nombre important de nouveaux nœuds dans un réseau pour perturber l'activité. Si le système a une règle de vote à la majorité simple, un attaquant malhonnête peut facilement submerger le système et déterminer le résultat d'un vote. Toute monnaie décentralisée robuste doit être résistante à ces attaques Sybil. C'est le cas du Bitcoin. En plus de cette défaillance, il est probable que ces deux projets eussent été en avance sur leur temps, ce qui pourrait expliquer qu'ils n'aient pas retenu l'attention du public. Souvenez-vous qu'à cette époque, nous commencions seulement à découvrir le potentiel d'Internet et les gens n'étaient pas encore à l'aise avec l'idée de payer en ligne par carte bancaire. Mais Wei Dai, l'inventeur du Bimoni, cité dans le livre blanc du Bitcoin, nuance son influence sur la création de Nakamoto. Ce que je comprends, c'est que le créateur du Bitcoin, qui se fait appeler Satoshi Nakamoto, n'a même pas lu mon article avant de réinventer l'idée lui-même. Il l'a appris par la suite et m'a crédité dans son papier. Donc, ma connexion avec le projet est assez limitée, dit-il. En effet, si la Bimoni est citée dans le livre blanc du Bitcoin, ce n'est pas parce que Satoshi Nakamoto s'en est inspiré, mais parce qu'Adam Back, le créateur d'Hashcash, lui en a parlé avant sa sortie. Mais qu'est-ce que le projet Hashcash, cité lui aussi dans les références du white paper du Bitcoin? Il s'agit d'un procédé visant à limiter le nombre de mails non désirés, appelés spam, codés en 1997. Adam Back, alors membre du cercle des cypherpunks, rêvait à l'époque d'un Internet aux emails fiables et aux boîtes de réception libérées de ses courriels. Adam Back se dit qu'en exigeant une certaine preuve de travail, en apposant sur chaque mail un cachet le légitimant, il serait plus compliqué d'abuser du système. Une sorte de coup de tampon qui s'acquérit en fournissant une puissance de calcul. Celle-ci requiert une petite quantité de temps et d'électricité pour résoudre un problème cryptographique. Indolore pour les utilisateurs classiques du système, ce protocole rend en revanche compliqué et trop coûteux l'envoi de larges quantités de mails, condamnant ainsi les expéditeurs de spam. En 2008, le principe du Hashcash inspira Satoshi Nakamoto. Ce dernier souhaitait utiliser l'invention de Back comme preuve de travail pour sécuriser l'invention de son nouveau protocole, le Bitcoin. Nous voilà donc arrivés à la création de ce fameux Bitcoin à la fin des années 2000, des siècles après l'invention du troc et des monnaies fiduciaires. Au début, le Bitcoin est utilisé par peu d'adeptes et la population le perçoit comme une monnaie numérique utilisée par les escrocs. Les médias ont d'ailleurs beaucoup contribué à l'image d'une monnaie utilisée sur le darknet pour des transactions peu scrupuleuses. Aucune autorité centrale. C'est aussi ce qui attire sur Bitcoin les trafiquants en tout genre, drogue, armes, blanchiment. Un environnement risqué, mais malgré cela, le Bitcoin attire toujours plus. Mais il faut nuancer l'aspect anonyme du Bitcoin, souvent décrié par beaucoup. Le Bitcoin n'est en effet pas anonyme, mais pseudonyme. Aujourd'hui, il est possible de retracer des transactions pour arriver à l'identité de l'émetteur de la transaction principale. Une solution de plus en plus facile depuis l'apparition des KYC, ces contrôles qui consistent à fournir son identité à la création d'un compte sur une plateforme d'échange. D'autres monnaies, comme le Monero, sont-elles anonymes, mais nous y reviendrons dans un autre épisode. Alors, après toutes ces évolutions, le Bitcoin et plus globalement les crypto-monnaies peuvent-elles remplacer nos monnaies traditionnelles et écrire une nouvelle page de l'histoire? Ce qui est certain, c'est que les États commencent à s'emparer des sujets crypto pour transformer et développer leurs monnaies étatiques comme le crypto-yuan, déjà très avancé en Chine, ou le crypto-euro, plus proche de nous, mais moins abouti actuellement. L'objectif de ces transformations, se diriger vers une société sans cash afin de mieux gérer l'inflation et l'émission d'une monnaie et se détacher de la souveraineté du dollar. Mais le gouvernement pourrait alors tracer toutes les transactions de ses citoyens et ainsi être à l'opposé de la création originelle des crypto-anarchistes. Car blockchain oui, mais blockchain centralisée. Mais d'ailleurs, qui contrôle le Bitcoin et comment fonctionne la blockchain et l'écosystème des crypto-monnaies? C'est ce que nous verrons dans le troisième épisode de cette série consacrée à l'histoire du Bitcoin.